Fréquence ESJ. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de 20h l'invité, le rendez-vous politique de Fréquence ESJ. Ce soir, nous sommes en direct jusqu'à 21h avec la députée LREM de la 4e circonscription de la Manche, Sonia Crimi, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Je précise que vous êtes également membre titulaire de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Et dans quelques instants, nous reviendrons sur votre parcours avec Camille Garcette et Lucas Pierre. Mais 20h l'invité, c'est avant tout l'actualité politique. Ce soir avec vous, Sonia Crimi, nous reviendrons sur la restitution du grand débat national alors que le président Emmanuel Macron devrait s'exprimer sur le sujet dans la semaine prochaine. Nous parlerons également de l'acte 21 des Gilets jaunes mais aussi de la loi anti-casseurs. L'un de ces articles a été suspendu par le Conseil constitutionnel jeudi. Nous nous y attarderons en deuxième partie d'émission avec Hugo Franceschi. Enfin, nous irons à l'échelle européenne. Les élections arrivent dans un peu plus d'un mois. Le premier débat entre les têtes de liste a eu lieu, lui, jeudi. Nous en parlerons avec vous, Sonia Crimi, et avec Yanis Darras. 20h l'invité, c'est avant tout vous tous qui nous écoutez ce soir. Vous pouvez réagir tout au long de l'émission en direct et poser vos questions à Sonia Crimi. Rendez-vous sur la page Facebook et sur Twitter avec le hashtag Fréquence ESJ. 20h l'invité avec la députée Sonia Crimi. C'est en direct jusqu'à 21h sur Fréquence ESJ et ça commence maintenant. Fréquence ESJ. Sonia Crimi, avant de revenir plus en détail sur votre parcours et sur l'actualité politique, pour ceux qui ne vous connaissent pas ou qui ont envie de vous connaître un peu plus, nous avons laissé le soin, comme chaque semaine, à Camille Garcette de dresser votre portrait. Je n'en dis pas plus, je vous laisse la parole, Camille. Sonia Crimi, tout d'abord née à Tunis, passage à l'aéroport, direction Paris, piquante épicée, un peu comme la harissa. En marche pour les députés, la source est intarissable. Car oui, vous êtes recruté en 2017. Au début, En Marche vous soutient pas mais retourne sa veste. Le parti investit votre adversaire, mais surprise, vous gagnez l'élection, vous devenez leur convoitise. Des débuts en politique aux affaires étrangères, qui peut être mieux placé que vous pour savoir le faire. Mais quelque chose cloche, rapport au nucléaire, il faudrait m'expliquer car ce n'est pas très clair. Anciennement consultant dans une firme nationale, vous dites quelques années après que le nucléaire c'est mal. Comme dirait Ribéry, la roue tourne à tourner. Le système on en profite à longueur de journée. Des désaccords avec la République en marche. Dans l'hémicycle vous soutenez pas toute leur démarche. La loi sur l'immigration a provoqué en vous une grande indignation. Loi casseur, vous avez voté l'abstention. Sauvez l'Aquarius sans hésitation. On vous traite de grande gueule mais c'est juste votre opinion, souvent à l'opposé de la LREM Nation. On dirait plus que vous êtes République en marge. Je commence à douter mais j'emmène pas large. Désolé Sonia Crimi, j'ai votre diagnostic. Je suis formel, vous êtes à gauche en politique. Camille Garcette qui a dressé votre portrait, Sonia Crimi, on vous a vu, on vous a entendu rire beaucoup. C'est la preuve qu'on prévient pas. On prévient pas les invités chaque soir, chaque mardi, avant de dresser leur portrait. Est-ce que vous avez justement un mot, une réaction par rapport à ce que Camille a dit de vous dans ce portrait? Alors, je ne travaillais pas pour une grande entreprise. Je travaillais pour des grandes entreprises. Je travaillais pour une seule entreprise du CAC 40. Je travaillais pour L'Oréal, pour Saint-Gobain. Une qui faisait partie du nucléaire, pour Areva. Et effectivement, j'ai fait Naval Group, Orano, Engie, Endel. Voilà. J'ai fait énormément de boîtes. Donc oui, je n'étais pas très très à l'aise dans le système comme il a été fait. Alors après, effectivement, sur la République en marche, je reviens parce que souvent on revient vers moi pour me dire elle n'est pas très en marche en fait. Mais en marche, à la base, on s'est dit on est des gens de droite, de gauche qui décident de travailler ensemble. Et j'étais séduite que par cette idée. Je n'ai pas demandé après comment on va faire ni comment. Donc être en contradiction ne veut pas dire être en opposition. Et c'est ça. Donc c'est un exercice de tous les jours. Les ayatollahs de la pensée unique, il y en a énormément. Mais je pense que vous aurez le temps de... On aura également, exactement, on aura l'occasion d'y revenir. Merci Sonia Crimi, merci Camille Garcette. Fréquence ESJ. Sonia Crimi, on a une autre tradition dans 20 ans l'invité. Avant de revenir un peu plus en détail sur votre parcours avec Lucas Pierre, je disais, cette autre tradition dans 20 ans l'invité, c'est le mot du jour. Un mot qui a marqué la journée politique en ce mardi 9 avril 2019. Et ce soir, la rédaction d'un commun accord a choisi le mot Sénat. Le mot Sénat parce que la rencontre entre ce dernier et des Gilets jaunes qui a été annulée aujourd'hui, la rencontre prévue dans la matinée entre des sénateurs et une délégation comportant entre autres l'une des figures du mouvement, Éric Drouet, qui n'a finalement pas eu lieu. La présidente de la commission spéciale sur le projet de loi
Pacte Catherine Fournier ainsi qu'un des corporateurs Jean-François Husson devait recevoir cette délégation au sujet de la privatisation controversée du groupe ADP. Et hier soir, la délégation a rendu publique cette rencontre entraînant sa médiatisation. On va le voir, ça a son importance. Ce matin, un certain flottement a régné jusqu'au dernier moment sur le lieu où elle pouvait se tenir avant qu'elle ne soit finalement annulée sur décision de la présidente du Sénat. Éric Drouet peu après a donné à la presse la raison qui lui a été communiquée quant à l'annulation de cette rencontre, une trop grosse ampleur médiatique, et il a cependant laissé croire qu'il pensait que sa présence pouvait éventuellement déranger. De son côté, le Sénat a voulu éviter un risque de trouble à l'ordre public et a dénoncé la volonté d'Éric Drouet de vouloir surfer sur cette annulation pour faire, je cite, le buzz. Sonia Crimi, est-ce que vous comprenez tout d'abord l'annulation de ce rendez-vous ? Alors, non. Vous voulez une réponse ? Non. Non, je ne comprends pas. C'est deux lignes parallèles depuis le début. En deux mots, les gilets jaunes et le reste du monde. J'ai l'impression que c'est ça. C'est ça. Deux lignes qui n'arrivent pas à se croiser. Les journalistes, les politiques, les élus en tout genre, les exécutifs, les gens qui gagnent plus X 1000 euros, et ça. Et à un certain moment, ces deux lignes parallèles qui n'allaient jamais se rejoindre, là, il y avait une occasion de les voir au Sénat. Moi, je pense que c'est une occasion ratée. Alors après, qu'il surfe Éric Drouet fait de la politique, on doit le faire. Et justement, est-ce que justement le Sénat a annoncé comme raison simplement de vouloir éviter un trouble à l'ordre public ? C'est compréhensible comme motif d'annulation ? Trouble à l'ordre public, ça fait 21 actes qu'il y a un trouble à l'ordre public. Je leur souhaite à tous bon réveil. Moi, je vais parler sur le fond, sur ADP. Il n'y a pas une privatisation. C'est une concession qui a été donnée sur 70 ans. Et je vous assure, quand je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. En tout cas, j'essaye de comprendre. Déjà, au départ, quand j'ai dit privatisation, comme vous tous, je me dis, ça veut dire quoi ? On va vendre notre aéroport ? Non. Le rôle d'un État aujourd'hui, c'est pas vendre des free shops et faire des Chanel et vendre. Non. Donc c'est une concession, c'est comme un fonds de commerce, donc on reste propriétaire de notre aéroport de Paris. C'est une concession qui a été faite sur 70 ans. La sécurité, la police, elle est toujours à nous. C'est 250 millions par an qui vont être récupérés avec une valorisation. Bien évidemment, on ne va pas rester à 250 millions d'euros jusqu'à 2000, je ne sais plus combien. Voilà. Et en plus, on a négocié la qualité du travail, les durées de travail, tout. On a négocié cela pour que les salariés ne perdent pas dans cette affaire. Donc, qui dit privatisation, c'est un mensonge. Non. D'accord. Merci Sonia Crimi. Fréquence ESJ. Sonia Crimi, après le portrait original de Camille Garcette, on continue d'en apprendre un peu plus sur vous avec Lucas Pierre qui a quelques questions à vous poser sur votre parcours. Bonsoir Lucas. Bonsoir Antoine, bonsoir Sonia Crimi. Bonsoir. Vous faites des études de commerce en Tunisie puis en France. Après une double maîtrise dans le commerce, vous menez une thèse en sciences économiques. Vous obtenez aussi un master spécialisé en management à l'EDEX Business School. Quel lien vous faites, s'il faut en faire un, entre ces études et votre fonction aujourd'hui ? L'excellence opérationnelle. L'excellence opérationnelle, ouais. C'est-à-dire ça veut dire quand je débarque dans un endroit, je passe pas mon temps beaucoup à dire bon voilà comment on va faire alors les politiques publiques. J'y vais directement au but. Par exemple, quand je débarque dans un hôpital aujourd'hui, je demande à regarder les comptes. Et quand je reçois des syndicats, je ne m'arrête pas juste au document syndical qui énonce, je dis proposez-moi, montrez-moi des actions, des délais. Et je fais d'ailleurs des réunions de travail. Je passe pas mon temps à écouter les autres et dire bon, oh là là, c'est dur, ah, c'est vrai, ils ont fait ça. Non, j'essaye de définir des axes de travail avec les personnes. Donc c'est une méthode un petit peu différente. Pendant vos études, vous menez une thèse qui porte sur la contribution à l'amélioration de l'apprentissage organisationnel dans les pôles de compétitivité. Est-ce qu'on peut comparer aujourd'hui compétitivité des entreprises et politique ? Il y en a. Oui. Oui. À quel moment ? Il y en a parce que la compétitivité existe. Elle existe dans le journalisme, elle existe chez nous. Oui, mais compétitivité des entreprises. Ouais. À quel lien vous faites entre ces deux entre la compétitivité des entreprises et la politique ? La compétitivité, chacun veut gagner des parts de marché, veut sortir gagnant. Entre les politiques, c'est pareil. Celui qui est le plus connu, celui qui a le plus ses idées qui apparaît sur le terrain, celui qui a plus de parts de marché, si vous voulez, celui qui aura plus de votes demain. Donc oui, il y a de la compétitivité chez nous aussi. En tout cas, Sonia Crimi, vous faites partie donc de ces députés qui viennent de la société civile. Pourquoi d'un seul
le coup prendre le chemin de la politique? Alors, je demande à toutes les personnes qui nous écoutent, tous les millions d'auditeurs qui nous écoutent, Qui nous écoute, absolument. qui nous écoutent, absolument, de faire de la politique. Ne laissez pas la place aux autres. Ne laissez pas la place aux autres. Mon rôle aujourd'hui, c'est de tirer au maximum les personnes pour qu'ils puissent venir en politique. On fait tout pour dégoûter la terre entière. On fait tout. En gros, aujourd'hui, en France ou ailleurs d'ailleurs, vous devriez participer, être au Parti Socialiste ou chez les LR, chez les jeunes, dans les écuries. Parce que ce qu'on entend, elle était dans l'écurie de Juppé, elle était dans l'écurie de je ne sais pas qui. Ouh là là, c'est horrible. Elle était dans une écurie. Et en plus, une fois qu'elle a trahi ou qu'ils ont trahi tout le monde, une fois qu'ils ont tué tout le monde, une fois qu'ils ont fait des amitiés contre les uns et les autres, après on leur dit, très bien, maintenant tu es prêt pour être investi. Maintenant, tu es prêt à avoir une bonne place. Une fois que tu as montré de tout ce qu'on déteste chez nos politiques aujourd'hui. Donc, je dis énormément aux gens, faites de la politique, ne laissez pas la place aux autres. Vous vous intéressez au mouvement En Marche au moment de son émergence, puis vous vous y engagez activement sur une seule phrase. Fin 2016, sur une seule phrase, c'est-à-dire? Expliquer ne veut pas dire excuser. Les attentats de Nice 2016, et il y avait seul Emmanuel Macron avait sorti cette phrase. Et je me suis dit, ce gars, il a l'air un petit peu plus intelligent que Valls d'ailleurs à l'époque. Ma question ne porte pas sur pourquoi vous vous engagez, mais en tout cas, lors des élections législatives, vous vous présentez comme candidate dissidente. Oui. Pourquoi? Dissidente, parce que j'ai fait la vous adhérez campagne. À un mouvement, mais vous... Non, j'ai fait la campagne d'Emmanuel Macron à Paris et à Cherbourg. Au moment d'investir, on va dire, les Arabes et les Noirs, c'est bien sur les photos, mais quand il s'agit de les faire rentrer réellement à l'Assemblée nationale, on dit non, on va mettre nos amis. Alors celui-là, il était dans le cabinet de Levoix, il a fait l'ENA, l'autre il a fait Sciences Po. Pour parler crûment, ça veut dire qu'Emmanuel Macron n'a pas voulu faire rentrer d'Arabes et de Noirs à l'Assemblée? Emmanuel Macron. Non, c'est pas Emmanuel Macron, c'est les gens qui ont décidé. Le gars qui a été investi en face, c'est le monsieur qui a fait toute la campagne de Juppé en face. C'est le gars qui critiquait Emmanuel Macron il y a une semaine avant. Et je me suis dit, j'ai entraîné avec moi énormément de gens que je ne peux pas aujourd'hui les laisser. C'est-à-dire, je me suis dit, où j'y vais, je tente, je fais ma part. Mais vous voyez? Où je dis, si je n'ai pas réussi, tout le monde est pareil, de toute façon. Mais pourquoi En Marche décide d'investir Blaise Missler, donc parce que c'est la droite, il a un circo de gauche. Est-ce qu'il y avait plus d'intérêt à mettre un proche d'Alain Juppé? Mais bien sûr. Bien sûr. Vous êtes apparenté donc oui. À quel parti vous êtes apparenté au final? En fait, j'étais apparenté, mais je suis la République En Marche aujourd'hui. Voilà. J'ai pardonné. Qu'est-ce qui se passe concrètement quand vous remportez les législatives face aux candidats En Marche, donc Blaise Missler? En Marche vient vous chercher, vous les rejoignez? Je les appelle dès le lendemain et je pars au QG. D'ailleurs, je connais plus le QG que le candidat en face. Je connaissais plus le programme d'Emmanuel Macron parce que j'ai seulement fait partie de ces 30 000 personnes qui avaient écrit le programme. Donc, j'ai rejoint ma famille parce que je ne connaissais pas une autre famille. Je n'ai pas fait du tourisme politique avant. Alors vous vous êtes souvent illustré, on l'a dit, pour vos prises de position régulières donc face au gouvernement, alors que vous faites donc partie de la majorité. Est-ce que vous vous êtes trompé de voix, Sonia Crimi? Vous voulez que j'aille où? C'est juste donnez-moi, vous voulez que j'aille où? J'ai aucune recommandation à vous faire. La question que je vous pose en fait, c'est vous prenez souvent parti, en tout cas parti face au gouvernement. Sur quelques sujets, quand je n'ai pas besoin, je l'ai déjà dit, je n'ai pas besoin qu'un ministre m'épelle ce que je dois penser. Je n'ai pas besoin que des éléments de langage me détaillent ce que je dois penser. Je considère que je fais partie de beaucoup de députés La République En Marche qui ont cette colonne vertébrale. J'étais investie avant dans le sociétal, dans les associations. J'ai travaillé pour la Ligue arabe un peu. J'étais dans les pays en voie de développement. J'ai aidé des femmes sur des micro-projets. Je considère que j'avais cette notion de vie qui m'aide à dire ça c'est bien, ça c'est Parce que n'ont pas les autres députés, La République En Marche? Non, je ne dis pas qu'ils l'ont pas, non. Ils l'ont beaucoup, mais tout le monde n'a pas cette pratique politique. Merci Sonia Crimi. Merci Sonia Crimi, merci Lucas Pierre. Fréquence ESJ. Fréquence ESJ, 20h14, nous sommes bien en direct ce soir jusqu'à 21h. Dans 20h, l'invité avec la députée de la 4e circonscription de la Manche, Sonia Crimi. Dans quelques instants, nous reviendrons avec elle sur l'acte 22 des Gilets jaunes et sur la restitution du grand débat national. C'est dans quelques instants sur Fréquence ESJ, juste après Imagine Dragons avec Zero.
Fréquence ESJ. Fréquence ESJ, 20h18, nous sommes toujours en direct ce soir avec la députée de la 4e circonscription de la Manche, Sonia Crimi. Dans 20h, l'invité. Au lendemain de la restitution du grand débat national, le Premier ministre Édouard Philippe a fait une déclaration devant les députés à l'Assemblée nationale cet après-midi. Des questions demeurent cependant, et c'est avec vous, Sonia Crimi, qu'on voit ça également avec Lucas Pierre. Oui, exaspération fiscale, baisse des impôts, écologie, ces revendications, elles existent déjà depuis très longtemps, Sonia Crimi, on est d'accord ? Oui. Pourquoi est-ce qu'on... Enfin, comment dire, les politiques nous servent déjà ces revendications depuis un moment dans leur programme politique. Pourtant, rien ne bouge. Est-ce que c'était vraiment le but du grand débat national ? Alors, le but du grand débat, c'était pas à moi de décider ce que les Français doivent dire ou ne pas dire. D'abord, on arrête de dire que les Français veulent ça, parce qu'on a une partie des Français qui s'est exprimée sur ces plateformes, les cahiers, les 10 000 réunions, et j'en ai fait quelques-unes. Donc, mais ce sont des choses qu'on vit depuis toujours. C'est peut-être aujourd'hui une prise de conscience de notre exécutif, de l'accélération de ces processus. Ça fait longtemps. S'il y a prise de conscience, pourquoi il n'y a pas d'annonce ? Parce que c'est Emmanuel Macron qui va faire les premières annonces. Début de semaine prochaine. Début de semaine prochaine ? Oui, normalement, c'est tout ce que j'ai comme info. Début de semaine prochaine, il fera des premières annonces. Et après, on aura un programme qui est soumis au vote, parce que je vous rappelle qu'on n'est pas dans un pays de dictature. Oui. Donc il y a des choses qui passent. C'est pas souvent on me dit oui, il va dire les choses et on va résoudre tout. Je me dis mais c'est la pensée zéro. C'est vraiment le niveau de pensée zéro. On est dans une démocratie. Tout passe par le Parlement. Oui. Il y a une volonté politique, mais on doit négocier parce que tout le monde n'est pas d'accord. Tout le monde n'est pas d'accord sur tout. Et heureusement, donc on peut pas. Il y a que dans les dictatures vous décidez, c'est fait. Donc il y aura des premières mesures qui vont être annoncées. Oui. Et moi je suis pour qu'on annonce quelques mesures. Souvent, on va me dire c'est populiste, mais quelques mesures qui sont quand même qui font bouger un peu la dissolution de l'ENA, par exemple. Ces annonces, elles vont porter sur quoi ? Sur les 4 grands thèmes, les 4 grands axes qu'a présenté Édouard Philippe cet après-midi ? Alors, il y a, je ne suis pas dans la tête d'Emmanuel Macron, je n'ai pas écrit encore son discours, mais je sais qu'il y a quelques annonces liées à la fiscalité, il y a quelques annonces liées à ces relations département, CAC, communauté d'agglomération, département, région, on décentralise, on se concentre, c'est quoi la différence entre les deux, comment le faire réellement. Il y a une demande pas d'aujourd'hui, on va accélérer juste cela. Depuis très très longtemps, les gens nous disent on n'a plus un médecin. Depuis très très longtemps, ils vous disent que la trésorerie que vous fermez, vous la fermez, mais vous fermez aussi un lien social. L'école que vous fermez, oui, vous allez optimiser, mais c'était important de garder cela. Alors enfin, on a compris qu'il faut mettre plus de gens sur les guichets, et que après on peut optimiser, et c'est pas moi qui va vous dire le contraire, mais il faut optimiser, mais à l'intérieur, on peut pas en back office. Vous parlez d'annonces donc sur la fiscalité, sur la décentralisation notamment. Qu'en est-il de l'écologie ? Parce que on voit qu'il y a des manifestations, les marches pour le climat qui augmentent de plus en plus, les mobilisations augmentent de plus en plus. Il n'y a pas d'annonce sur l'écologie en début de semaine prochaine ? C'est pas qu'il n'y a pas d'annonce. Alors le Premier ministre l'a redit cet après-midi. Je ne suis pas là pour vous dire tout ce qu'il a dit, mais en tout cas j'essaye de restituer un peu ce que nous avons remonté, ce qui va être peut-être pris en charge. Ils nous ont précisé que sur l'écologie, les Français, ils sont pas climato-sceptiques en fait. Ils sont pas à la Trump. Ils nous disent pas non, il y a un réchauffement, et 80% des Français qui ont répondu sur les plateformes ont dit que le réchauffement de la planète a une implication directe sur ma vie. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de mesures ? Donc, en termes de mesures, il faut arrêter avec l'écologie punitive. Quand on a touché aujourd'hui au diesel, on a touché à la capacité de déplacement, à cette liberté de se déplacer. D'ailleurs, on n'a plus les moyens pour aller dans les centres de loisirs, on n'a plus les moyens de faire plein de choses, et aujourd'hui, on touche au déplacement. Les Français ne comprennent pas aujourd'hui pourquoi le kérosène des avions n'est pas taxé. Ne comprend pas pourquoi on laisse la main à des grandes entreprises. Si on arrête l'écologie punitive, ça veut dire qu'on baisse la taxe carbone ? C'est au gouvernement de décider. Il a déjà gelé. Donc il est revenu sur l'augmentation, pour rappel. Est-ce que ce grand débat pour arrêter. Est-ce que ce grand débat a servi à quelque chose pour vous finalement ?
Alors, j'étais très sceptique au départ. Je me suis dit, grand débat, on connaît tous effectivement la pression fiscale, on connaît tous l'éloignement de nos institutions, on connaît tous la déconnexion, d'ailleurs la déconnexion est des deux côtés. Nous, on est déconnectés parce qu'on vote des choses et on pense que ça arrive sur le terrain. Ben non. Voilà, on fait passer notre partie contrôle, on passe notre temps à voter des lois et on se rend compte aussi que sur le terrain, les gens ils ne savent pas ce que nous faisons. Ne savent pas du tout ce que nous faisons. Ils pensent réellement qu'on est là et qu'on profite de nos journées et qu'on gagne. Donc ce grand débat sert plus à montrer que vous faites quelque chose ? Ça a rapproché. Non, ça a rapproché. Ça a permis aux deux côtés de se rendre compte. Par exemple, un gros constat qu'on a eu au grand débat, c'est le non-recours. Le non-recours au droit. Il y a énormément de gens qui ne savent pas qu'ils ont le droit à. Dernière question, Sonia Crimi, où sont les revendications des Gilets jaunes ? Par exemple, l'ISF, la demande de suppression de l'ISF, le RIC ou encore la baisse de la CSG. On ne les voit pas dans les grands axes. La baisse de la CSG, c'est fait. Le RIC, c'est en cours. Il y a des discussions. Moi, je suis pour qu'on peut envisager travaille. Un RIC pour abaisser, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, c'est très très dur de le mettre en place avec les conditions que nous avons aujourd'hui. Cela dépend du RIC. Si vous avez les minarets, comme il a été posé en question en Suisse, est-ce que vous êtes contre les minarets ? Il n'y a plus de minarets. Ils ont dit, non, on n'a pas voté pour ça. Cela dépend qui vote et comment. D'accord. Donc, moi, je ne suis pas contre, mais cela dépend qui vote et comment. Et pour l'impôt sur la fortune ? On ne reviendra pas dessus. On ne reviendra pas dessus parce qu'on rentre, c'est comme ADP, c'est comme Aéroport de Paris. On rentre dans les fake news. Et on rentre dans les fake news. Il y a les premières études qui tombent sur l'ISF qui montrent qu'il y a plus d'argent qui rentrait grâce à l'ISF qu'autre chose. Alors après, je suis dans le symbole aujourd'hui. Je ne serai pas contre qu'on sortira comme ça, symbole l'ISF. Mais un symbole qui décélère notre économie, je ne suis pas pour. Je pense pas. Alors souvent on dit ça, appauvrir les riches n'enrichit pas les pauvres, mais sur l'ISF, je pense, pour moi, c'était une erreur de le faire au départ. Ça sert à rien de stresser le marché encore. Ça ne sert à rien de stresser le marché. On n'a pas besoin que les gens partent pour le moment. Donc moi, je suis pour que les riches restent chez nous et investissent dans l'économie. En revanche, j'ai proposé avec quelques collègues... Je finis sur ça. J'ai proposé avec mes collègues à l'ISF, on va récupérer l'ISF si les personnes, en fait, elles sont exonérées de l'ISF, si elles investissent dans l'économie. Voilà. Très bien, donc, merci. On a proposé ça. Merci Sonia Crimi, merci Lucas Pierre. Merci. Fréquence ESJ. On reste en France. Samedi avait lieu l'acte 21 des Gilets jaunes, un acte marqué par une faible mobilisation, mais surtout par l'organisation d'une grande assemblée populaire à Saint-Nazaire. Plusieurs Gilets jaunes venus de toute la France se sont réunis pour définir des revendications communes. Et on fait le point là-dessus avec vous, Sonia Crimi et Hugo Franceschi. Bonsoir Hugo. Bonsoir Antoine, bonsoir Sonia Crimi. Bonsoir. Des Gilets jaunes qui continuent de descendre dans la rue, est-ce que ça veut dire que le gouvernement n'a pas réussi à calmer la grogne ? Ça veut dire qu'ils continuent à mettre la pression tant qu'ils n'ont pas des réponses en face. Mais c'est-à-dire, et aujourd'hui, il y a quand même... Est-ce que vous reconnaissez qu'il y a une colère qui est toujours présente au sein du peuple français et cette colère, elle est due en partie au gouvernement? C'est une colère qui date depuis 30-40 ans. Elle ressort aujourd'hui parce qu'elle a été accélérée par des propos maladroits du président de la République. Comme lesquels, par exemple? Comme traverse la rue, tu trouveras un job, ou comme les fainéants qui ont, voilà, même si on dit c'est mal prononcé compris, en parlant des fonctionnaires. C'est pas ci, c'est pas ça, mais bon, mais je pense que ça a touché énormément, en tout cas beaucoup de personnes qui portent le gilet jaune me parlent énormément de cela. Et vous pensez que le gouvernement aujourd'hui a entendu les gilets jaunes, elle les a suffisamment écoutés? Écoutez, avec tout ce qui se passe depuis 4 mois, il faut être aveugle du cœur et de l'esprit pour ne pas voir qu'il y a une vraie grogne. Alors mais pourtant, on a quand même 700 gilets jaunes qui se sont donc, comme Antoine Lermite le disait, réunis à Saint-Nazaire, et ils représentaient plus de 235 groupes locaux de gilets jaunes, donc qui ont fait leurs élections en totale autonomie, et ils se sont réunis quand même le week-end dernier, c'est-à-dire c'était la fin du grand débat, et en même temps voilà, ils font des propositions. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que concrètement les choix que fera le gouvernement, il n'y croit pas? Alors j'aime beaucoup le mouvement des gilets jaunes, et j'ai envie que ce mouvement rentre dans l'histoire. Et à un certain moment,
On a dit, j'ai même Vous le porté un soutenez ? gilet jaune. Oui, moi je soutiens l'esprit. On est tous gilets jaunes en fait. Si vous regardez, on est tous pour une justice sociale. On est tous pour avoir plus de services. On est tous pour payer moins d'impôts. On est tous pour finir nos fins de mois. On est tous pour une meilleure redistribution des richesses. Et les gilets jaunes me parlent aujourd'hui de l'international. Moi, je les ai reçus samedi à ma permanence. Et on a échangé. Alors, franchement, il y en a qui veulent parler, il y en a qui viennent tous pour gueuler, parce qu'avoir une députée, vous avez 50 personnes autour qui lui gueulent dessus, mais ça s'appelle pas parler, ça s'appelle pas discuter. Mais vous pensez que le gouvernement peut accepter les revendications que formulent aujourd'hui les Gilets jaunes ? Attendez, pour les accepter, il faut que ça soit représentatif de quelque chose. Moi, je ne dis pas. Là, on a que une les assemblée Gilets qui représente 235 groupes de Gilets jaunes différents. On est dans une démocratie, c'est très très bien. Moi, je suis ravie qu'ils s'organisent enfin. Mais maintenant, on va passer par des votes. Ils doivent s'organiser. Je ne sais pas s'ils veulent présenter des listes ou s'ils veulent présenter une liste pour les européennes. On commence à parler. J'ai entendu parler des listes pour les mairies. Ils veulent changer les choses. C'est très très bien qu'ils s'engagent en politique. Moi, je souffre de ça. Je souffre énormément de l'absence des gens normaux en politique. Alors pourquoi vous ne soutenez pas les Gilets jaunes ? Je les soutiens. Mais c'est-à-dire plus que le gouvernement, par exemple, pourquoi vous ne vous présentez pas en tant que candidat de Gilets jaunes ? Non, il y a une méfiance des Gilets jaunes à n'importe quelle politique. Moi, je le vois, il y a une méfiance. Alors après, pour identifier un mouvement et pour se rapprocher de ce mouvement, je peux vous parler du mouvement Place Publique aussi, mais qui n'est pas comparable aux Gilets jaunes, mais ils ont réussi à avoir une structure. Aujourd'hui, je suis incapable de vous dire en quoi les Gilets jaunes défendent les migrants, par exemple. Parce que tout ce que j'entends, c'est tout et son contraire. Il y a des choses que je ne peux pas accepter. Quand j'ai reçu les Gilets jaunes samedi, on m'a dit que vous êtes Vichy, Non, il y a des pays africains qui nous regardent. Moi, j'ai vécu dans les pays africains, donc on ne m'en parle pas de pauvreté. J'attendais que mes affaires sèchent pour pouvoir aller à l'école. Donc, tous les Pour vous, les Gilets jaunes ne se soucient pas assez des migrants ? En fait, il y a plusieurs sujets où je me pose des questions. Il y a un côté trop, moi contre les autres, les riches contre les pauvres, les femmes contre les hommes, les migrants contre les Français, et les travailleurs publics contre les travailleurs privés, les chômeurs contre les salariés. J'ai un problème avec ça. Ce n'est pas la société à laquelle je souhaite appartenir. Je sais que tous les Gilets jaunes ne pensent pas à cela, mais j'ai entendu beaucoup de choses qui ne me font pas plaisir. Voilà. Mais par exemple, cette assemblée de Gilets jaunes dont je vous parlais, alors, on a compris que vous étiez favorable à ces initiatives démocratiques. En revanche, c'est quand même une assemblée qui voit en Emmanuel Macron un personnage autoritaire, un personnage il le qualifie d'extrémiste libéral. Et eux, voilà, ils demandent aussi un changement du système, mais un changement profond. Est-ce qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron n'a pas incarné cet essoufflement du système dans lequel on est, qu'il soit capitaliste, libéral ou quels que soient les noms qu'on peut lui donner? Ce n'est pas ce que j'entends partout en fait. Vous savez, quand je rencontre des gens qui me disent ça, je rencontre aussi d'autres qui me disent bravo, il faut continuer, il faut faire ci, il faut... Moi je ne suis pas ni pour, ni contre, ni avec, mais je suis contre une idée. C'est qu'on stigmatise tout autour d'une seule personne. Qu'est-ce qu'on fait? On le tue, Emmanuel Macron. On met la guillotine. Eux, ils parlent de détruire le libéralisme. Mais c'est très bien. Mais je suis avec eux. Mais maintenant, comment Donc il faut détruire le libéralisme. Comment on fait? Non, il faut détruire le néolibéralisme. Le néolibéralisme qui vous pousse à parler d'apprentissage et passer de savoir, qui vous traite comme un ETP, un emploi à temps plein, qu'on vous forme pour juste aller dans les usines et avoir une vie boulot, dodo, mais trop. Non, moi je ne veux pas de cette vie-là. Je veux d'une société où on peut parler de philosophie, on peut parler de savoir. Et c'est ça qui nous manque dans le système, parce que le savoir apporte ce qu'on appelle la pensée critique. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Quand je vois des gens croire à tout et à n'importe quoi, j'ai peur. Et je me dis qu'on doit faire plus de culture, plus d'éducation, plus d'un modèle social qui intègre tout. Et notre modèle aujourd'hui en France, il n'intègre pas tout le monde. Pas encore. Quand je parle de caste en France, oui, ça existe des castes. Un gars des cités, est-ce qu'il a un ami qui habite dans le 16e? Mais est-ce qu'il a un ami qui habite dans le 16e arrondissement? Il n'a pas. Merci Sonia Crimi, merci Hugo Franceschi. Fréquence ESJ.
20h32 sur Fréquence ESJ. Dans quelques instants, nous reviendrons sur la loi anti-casseurs, un texte controversé qui a été en partie censuré jeudi par le Conseil constitutionnel. Et nous reviendrons également sur le premier débat pour les élections européennes qui a eu lieu jeudi dernier sur France 2 et sur France Inter. On en parle dans quelques instants, juste après Yugel What the Fuck, toujours avec notre invitée Sonia Crimi. Fréquence ESJ. 20h35 sur Fréquence ESJ, nous sommes toujours en direct ce soir jusqu'à 21h dans 20 ans l'invité, avec notre invitée justement, la députée La République En Marche de la 4e circonscription de la Manche, Sonia Crimi. Il y a quelques instants, nous parlions de l'acte 21 des Gilets jaunes. On reste en France à cause des nombreuses violences qui ont jalonné les mobilisations des Gilets jaunes. Justement, le gouvernement a fait voter par le Parlement la loi anti-casseurs. Seulement, ce texte controversé a été censuré en partie jeudi dernier par le Conseil constitutionnel, et on en parle avec vous, Hugo Franceschi. Sonia Crimi, est-ce que vous étiez favorable à ce texte, la loi anti-casseurs? Non. Vous avez voté contre? Non, je n'ai pas voté contre parce que je voulais pas être la seule qui vote contre. Ça se cristallisera autour de ma propre petite personne et ça sert absolument à rien. Est-ce qu'on va la virer? Est-ce qu'elle va rester? Est-ce qu'elle va pas rester? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on est contre un texte proposé par le gouvernement et qu'on est député En Marche, on peut que s'abstenir. On peut pas voter contre. Non, je ne voulais pas que ça crée encore la vague de mettez-la dehors. Ben non, elle sera c'est pas le sujet. Si vous aviez été seul à voter contre, on vous aurait viré. Non, c'est ce que vous dites. Ça aurait fait encore des articles de journaux qui servent absolument à rien et qui amélioreront pas la vie des gens. Donc j'ai préféré discuter avec mes collègues. Parce que vous étiez 50 quand même à être contre cette loi. Moi, je pensais que on allait être 20, 25. Après c'est 50. Et pourquoi les 50 vous n'avez pas voté contre? Tout simplement. Pourquoi pas avoir fait des frondeurs comme on a pu le voir sous le gouvernement? On a discuté entre nous, la petite cellule a discuté entre elles et on a dit si on vote contre tous, sinon on va s'abstenir parce qu'il y aura une deuxième lecture. Et c'est là où on s'est fait avoir. Oui, c'est qu'au final il n'y en a pas eu. Lecture. Et du coup, vous en voulez aujourd'hui à votre parti, au gouvernement, d'avoir agi comme ça avec ses propres députés? J'en veux pas. Vous pouvez pas reprocher à des gens de ne pas faire ce qu'ils savent pas faire. Donc, depuis longtemps, depuis la loi asile-immigration, je dis qu'on est là pour voter des choses qui vont améliorer la vie. C'est ça en fait. Moi, je me vois comme un législateur qui vous court derrière pour essayer de voter des choses parce que je suis toujours en retard par rapport à vous. La PMA, la GPA, on est très en retard. La légalisation du cannabis, on court derrière notre société. Et pour vous, la loi anti-casseurs, ça apporte pas de bénéfice? Pour moi, non. J'ai rencontré le SAF, le syndicat des avocats de France. J'ai rencontré l'Union syndicale des magistrats administratifs. J'ai rencontré le syndicat de juridiction administrative, les syndicats de la magistrature. J'ai rencontré énormément de monde. Et tout le monde m'a prouvé, je ne suis pas une juriste à la base, mais ils m'ont prouvé par A plus B en fait que tout ce qu'on avait dans la loi anti-casseurs, on l'avait sur le code de sécurité intérieure et on l'avait dans le code pénal à quelques détails près, sauf l'article 2 où on demande aujourd'hui ce que c'est l'article 2, tout le monde ne sait pas ce que c'est, mais c'est le fait qu'un préfet aujourd'hui décide de vous interdire à aller. 3. Ça a basculé à l'article 3 en deuxième en lecture parce qu'on a rajouté un truc entre les deux. Bref, c'est l'interdiction de manifester avant même que vous fassiez quoi que ce soit. C'est cet article qui a été censuré justement par le Conseil constitutionnel. On ne peut pas le faire. Et, écoutez, il faut comparer le comparable, mais pour une fois, je vais comparer l'incomparable. Vous avez l'interdiction de stade. Pareil, qu'est-ce qu'on avait? Rien. Réellement, toutes les décisions d'interdiction des stades ont été cassées après. Et on s'est retrouvé à payer aux gars les frais de leur abonnement, les frais parce qu'ils ont perdu un job parce qu'ils étaient obligés de pointer tous les samedis avant le match. Et on a tout perdu parce qu'après, la loi, une fois que ça sort des notes blanches, qui nous rappellent une autre période de notre République quand même, une fois qu'on sort des notes blanches, on arrive après à la justice. Et là, qui dit justice dit preuve. Je ne vais pas vous censurer parce que vous mettez un gilet jaune.
Je vais pas Pour vous, le arrêter. gouvernement est autoritaire avec cette loi? Non, c'est pas autoritaire. Il s'est laissé aller. Écoutez, ça fait depuis des décennies. Il s'est laissé aller. Il s'est fait Aller à quoi? avoir. Il s'est laissé aller pour dire on va être plus dur, on va répondre. Mais pour répondre, il a fallu répondre opérationnellement sur le terrain. Tous les gens, toute la chaîne aujourd'hui vous dit que en fait, c'est plutôt des décisions opérationnelles qui doivent être encore prises. Là, ils ont pris le bon chemin, hein, quand on voit comment ça s'est passé les 2 derniers samedis. Donc, il faut continuer comme ça, tout en respectant. Et c'est François Sureau qui le dit. Quand on est dans des moments de trouble, il ne faut jamais se poser des questions. Il faut revenir à la base. La base, c'est les libertés publiques. Merci Sonia Crimi. C'est moi. Merci Hugo Franceschi. Fréquence ESJ. On va parler quelques instants maintenant des élections européennes. Jeudi dernier, France 2 a organisé le premier débat pour ces élections. Un débat critiqué de toutes parts, mais qui lance officiellement le début des campagnes pour les élections européennes 2019. Sonia Crimi, on en parle avec Yanis Darras, qui a quelques questions à vous poser là-dessus. Bonsoir Yanis. Bonsoir Antoine, bonsoir Sonia Crimi. Bonsoir. Et forcément la première question, est-ce qu'il était vraiment nécessaire ce débat avec les 12 têtes de liste? Écoutez, c'est pas à moi de le dire, c'est pas moi qui fais la programmation des chaînes. Et en tant que téléspectatrice, est-ce que vous l'avez peut-être trouvé un peu long justement à cause de la présence des 12 têtes d'affiche? Il y a 12, il y en a beaucoup. J'ai entendu même qu'il y en avait Benoît Hamon qui n'était pas content, qui voulait être intégré. Il y avait Asselineau, c'est ça, une 3e personne, ils n'étaient pas contents, ils voulaient être intégrés. Donc bon courage. Au final, Prochaine ils y fois, étaient. on aura 15. Au final, ils y étaient sur Là, le ils plateau. seront sur France 2, il y aura un autre débat, ils ont demandé à être intégrés. Pourquoi pas? Vous trouvez pas? C'est trop. Vous trouvez pas justement après, que 12 après, c'est c'est la trop? pluralité. Après, c'est la. On ne doit pas, les chaînes d'information ne doivent pas penser une autre façon justement de faire ces débats en plus petits groupes qu'à 12? Vous avez trouvé ça efficace, vous? C'est pas efficace. Je suis pas certaine que le spectateur. Moi, j'ai rejoint parce que j'avais une réunion. J'ai écouté le débat à la fin. On a demandé à chacun de faire 1 minute ou deux minutes pour expliquer, pour dire son mot de fin. Je trouvais qu'ils étaient concis. J'ai vu aussi qu'ils étaient professionnels de politique et qui n'étaient pas pro, qui n'étaient pas du tout pro, vraiment. Donc j'ai apprécié l'oiseau. Qui n'a pas été pro justement sur le plateau? Non, pro, mais dans le bon sens. Ça veut dire qu'il n'était pas professionnel de la politique. Je trouvais l'oiseau naturel, normal, comme vous disiez tout à l'heure. Je trouvais l'oiseau un naturel, un normal. Je trouvais Glucksmann beau et je trouvais Nathalie Loiseau bonne. Pourtant, Nathalie Loiseau a été un peu sous le feu des autres candidats durant tout le débat. Mais c'est celle qui maîtrise le plus le sujet, plus que tous les autres politicards autour. Ce qui a beaucoup énervé sur ce débat justement, c'est que pendant 1 heure, on a parlé d'immigration. Est-ce que c'était vraiment nécessaire de parler autant d'immigration? Écoutez, ça fait peur. Tout ce qui fait peur, c'est intéressant. Ça fait peur. Vous avez beau dire qu'en 2015, on a eu 2 millions de migrants dans toute l'Europe. Vous avez beau dire qu'en 2017, on a eu 170 000 et qu'en 2018, on a eu moins. Et qu'en 2019, on aura moins. Vous avez beau dire ça ne passe pas. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de raconter d'autres histoires, raconter des histoires comme la mienne. Et des gens qui ont cru en ce pays, qui ont cru à cette Europe de paix, cette Europe qui protège. Et là, je rentre dans les éléments de langage d'En Marche. Mais pardon, en fait, c'est une Europe qui protège. C'est une Europe qui nous protège. Pourtant, aujourd'hui, de plus en plus de candidats veulent sortir de l'Europe. Et pire, on parle souvent d'immigration. Elle est critiquée parce que l'Europe n'a pas... En fait, on n'a pas su faire en Europe ce qu'on n'a pas su faire à notre niveau. Complexité administrative, lourdeur, les gens ne comprennent plus rien. On dit à chaque fois qu'un politique ne réussit pas dans son pays, il dit c'est à cause de Bruxelles. Je ne peux rien faire, c'est Bruxelles. Donc on a contribué, notre caste. Donc l'Europe, c'est un échec pour vous? On a participé à cela. L'Europe, pour l'instant, c'est un échec pour vous? Si on revient pas à la base, si on revient pas à un petit protectionnisme assumé vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis des États-Unis, si on revient pas à cela, je pense qu'on assistera à la fin, malheureusement, de l'Europe. Pourquoi alors, vous nous en parlez justement d'économie, de protectionnisme, mais pourquoi alors on s'atteint toujours sur l'immigration aujourd'hui? Pourquoi ça fait vendre? Ça fait peur. Regardez ma tête. Essayez de voir, passer un tweet de moi, couper une partie et essayez de voir tous les messages en bas. Bougnoul, rentre chez toi, on va venir t'égorger. Mais c'est ça ce que je reçois. Je reçois énormément de cartes du sud de la France. Parce que c'est ça, parce que ça fait peur. On avait trois ministres
On a parlé de qui? De Sibeth. On a parlé de qui? Excusez-moi, on n'a même pas entendu parler un petit peu des deux autres. Ça fait, écoutez, on attire plus, parce que je me considère comme une immigrée économique, on attire plus que si je m'appelais Sonia Dupont, vous n'auriez pas ce souci. C'est comme ça fait peur. Il faut, écoutez, dans ces moments-là où on a peur, on va toujours trouver un bouquet émissaire. Il y avait les femmes, on a brûlé des femmes avant. Après, on a dit c'est la faute des bourgeois. Après, on a dit c'est les fautes des juifs. Après, mais maintenant c'est la faute de l'Europe. C'est la faute des immigrés. Des immigrés, des chauffeurs, des chômeurs, des femmes violées, c'est la faute de l'autre. Merci Sonia Crimi, merci Yanis Darras. Fréquence ESJ. 20h45 sur Fréquence ESJ, on va continuer à parler des élections européennes, toujours avec Yanis Darras et notre invité, la députée de La République En Marche de la 4e circonscription de la Manche, Sonia Crimi. C'est dans quelques instants sur Fréquence ESJ, juste après Mark Ronson et Miley Cyrus avec Nothing Breaks Like a Heart. Fréquence ESJ. Fréquence ESJ, les 20h49, dernière partie de 20 ans l'invité en compagnie de la députée LREM de la 4e circonscription de la Manche, Sonia Crimi. On parlait il y a quelques instants du débat sur France 2 survenu jeudi dernier pour les élections européennes. Justement, ces élections, elles arrivent à grands pas. À moins de 2 mois du vote, le scrutin n'arrive toujours pas à s'imposer dans l'actualité française, Sonia Crimi. Et on voit ça avec vous, Yanis Darras. Et pourquoi on parle si peu d'Europe aujourd'hui ? Parce qu'on s'intéresse aux médecins qui est à côté, à la mairie, on s'intéresse à nos problèmes qui sont à côté, alors on n'a jamais été aussi connectés. Et pourquoi on n'arrive pas à faire comprendre que l'Europe, c'est justement cette proximité ? Parce que, pour toutes les raisons que je vous ai détaillées, à chaque fois qu'un politique n'arrive pas à faire quelque chose, il dit que c'est la faute de Bruxelles. C'est simple, c'est ça. On s'enferme, on fait des murs et ça va aller mieux. Pourtant aujourd'hui nos problèmes ils sont en France, le grand débat il a été fait pour ça, il a été mis en place pour ça. Pourquoi aujourd'hui il n'arrive pas à englober l'Europe justement ? On l'a vu, ça n'a même pas été un grand thème. Alors il y a une cassure qui s'est produite en 2005. En 2005, on a dit aux Français de voter. Ils ont voté contre la Constitution européenne et on leur a imposé quand même la Constitution européenne en 2008. Moi, je pense que depuis cette partie-là, vous savez, la fameuse phrase plutôt, on ne nous dit pas tout, on nous a cachés, on nous écoute pas, c'est ça. Et je pense qu'il y a une cassure qui était faite depuis. Et depuis, j'entends nos politiques dire c'est la faute de l'Europe. Et moi-même, quand je suis arrivée au pouvoir, je me suis dit, bon, quand même, l'Europe, les agriculteurs, et après, on se rend compte que non, on a autant de subventions de ce qu'on paye. On a autant d'avantages, on a autant de protection sur le financement du terrorisme, par exemple. C'est un sujet qui est européen. Il y a énormément de sujets qu'on ne peut plus traiter aujourd'hui au niveau local. Mais ils doivent être, si on était dans un monde de bisounours, ils vont être traités au niveau mondial. Mais aujourd'hui, on est obligé à avoir ces blocs européens. Alors, dès février, les premières têtes de liste pour les élections européennes étaient dévoilées par certains partis. Pourquoi la majorité, elle, a attendu autant de temps pour présenter justement sa tête de liste ? Parce que, comme tous les nouveaux mouvements, on apprend, on prend le temps, on regarde, c'est tout. C'est que il faut imaginer, excusez-moi du terme, mais tous les crevards qui étaient là, qui attendaient depuis très très longtemps d'avoir leur place, voilà. C'était un moyen aussi d'avoir la lumière des projecteurs sur votre parti, justement en étant l'un des derniers à présenter sa tête de liste. Il y avait des discussions, il y avait beaucoup de discussions en interne. Moi, j'ai discuté 2 jours avec Nathalie Loiseau parce qu'elle est venue à Cherbourg. Elle me dit, je fais très très bien, je suis très très bien là où je suis. On m'appelle pour aller à autre chose, c'est très très bien aussi. Il n'y a pas ce côté, ce côté crevard. Mais est-ce qu'aujourd'hui les élections européennes, ce début de campagne des élections européennes, il est raté pour La République En Marche ? Non, je pense pas. On l'a vu pourtant avec la déclaration par exemple de Nathalie Loiseau sur le plateau de France 2 en face de Marine Le Pen. Ça n'était pas très concret pour beaucoup de gens, ça n'était pas réel pour beaucoup de gens. Donc est-ce que ça a été un faux départ pour Nathalie Loiseau ? Écoutez, d'un côté, on ne peut pas dire qu'on veut des politiques qui sont différents, qui viennent de la société civile, qui apprennent, et d'un autre côté, on ne peut pas demander on ne peut pas leur demander de parler comme une Marine Le Pen ou comme tous les personnes, la majorité des personnes là qui maîtrisaient toutes les ficelles, qui maîtrisaient tout l'art de la petite phrase et tout. Alors pour une petite phrase malheureuse, moi Pardon. Pourquoi vous trouvez que Nathalie Loiseau elle n'est pas dans la petite phrase justement, elle est au-dessus de tout ça ? Non. Elle est
elle est très bonne sur ses discours. Moi, j'ai une petite discussion avec elle au départ, quand elle est devenue ministre, et je lui dis mais pourquoi vous lisez vos notes, vous maîtrisez tout? Mais elle me dit oui, mais quand même, je suis ministre depuis quelques semaines. Bon voilà, il y a le côté femme, il y a le côté où on se pose des questions, est-ce que je suis à ma place ou pas. Donc elle a un côté très très humain comme ça, mais je l'ai vue grandir. Comme je me suis vue tous en fait, avec toutes mes collègues ou tous mes collègues, grandir. Donc on apprend petit à petit. Pourtant sur le débat de France 2, ça n'a pas été si concret que ça aussi face aux 12 autres têtes de liste. Pourquoi Nathalie Loiseau n'arrive pas à s'imposer justement alors qu'elle a la majorité derrière elle et que l'Europe c'est quand même un sujet qu'elle maîtrise? Oui, c'est un sujet qu'elle maîtrise plus que tous les autres candidats en face. Et je sais ce que je dis. Enfin, plus que tous les autres candidats en face. Je vous ai dit, elle n'arrive pas peut-être à s'imposer, ou pour vous, elle n'a pas réussi à s'imposer parce qu'elle n'est pas politicienne. Mais ça apprend. Mais pourquoi elle n'arrive pas à s'imposer? C'est ça la vraie question, c'est que l'Europe c'est un sujet qu'elle maîtrise. Est-ce qu'elle croit trop en l'Europe justement? Est-ce que c'est ça son problème? Elle est trop europhile? Non, on n'est jamais trop europhile, non. Pour vous aujourd'hui, être europhile, c'est pas être à la marge? Non, c'est pas parce que, je vous ai dit, c'est pas parce qu'on se pose des questions, c'est pas parce qu'on est dans un moment où on dit c'est la faute de l'Italie, c'est la faute de la Grèce, c'est ce que j'entends beaucoup, c'est la faute des Allemands, eux ils acceptent ça, ils nous prennent ci. Non, on est dans un moment où on a besoin d'être beaucoup plus exigeant. Et ça, elle l'a dit, on doit être beaucoup plus exigeant au niveau européen. On n'est pas assez exigeant avec l'Europe. Mais je ne considère pas qu'être europhile aujourd'hui considère un énorme problème. Je dis juste qu'elle n'a pas peut-être ce côté politicien à détailler des choses basiques. C'est trop facile de dire c'est la faute de l'Allemagne et c'est la faute de l'autre, c'est la faute de l'Europe. Non. Mais en revanche, il y a plein de choses à améliorer. Au niveau européen, il n'y a pas mieux que quelqu'un qui connaît parfaitement l'Europe. Merci Sonia Crimi, merci Yanis Darras. Fréquence ESJ. Sonia Crimi, c'est bientôt la fin de 20h l'invité. Juste avant, c'est Bastien Cochet qui nous a rejoint en studio. Bastien qui dresse l'agenda politique de la semaine à venir. Bonsoir Bastien. Bonsoir Antoine. Demain, Emmanuel Macron se rend à Bruxelles pour un conseil européen extraordinaire. Ce sommet a été convoqué à la suite de 3 rejets de l'accord sur le Brexit par le Parlement britannique. La première ministre Theresa May a demandé vendredi un report du Brexit jusqu'au 30 juin grâce à une extension de l'article 50 du traité de Lisbonne. Mais problème, cela impliquerait la participation du Royaume-Uni aux élections européennes. Londres espère toutefois réussir à parvenir à un accord avant le 23 mai, date des élections. Bonsoir Sonia Crimi. Bonsoir. Est-ce que vous êtes favorable à accorder cet accord, cette rallonge au Royaume-Uni? Attendez, on peut pas dire on va se présenter et on va avoir des députés, mais en revanche on veut sortir, on marche sur la tête. Je pense que personne ne comprendra cela. Donc Theresa May ils ont en fait toute la classe politique qui était pro Brexit, comme nous on en a des pro Frexit. Ils ont tellement menti. Ils ont tellement menti sur les aides européennes, ils ont tellement menti sur l'agriculture, ils ont tellement menti qu'aujourd'hui, du jour au lendemain, ils commencent à voir qu'ils n'ont plus accès à tous les médicaments. Ils n'ont plus accès à toutes les aides européennes. Mais ils n'ont plus accès à la Anglais? pêche, ils n'ont plus accès aux zones, ils n'ont plus accès. Et du jour au lendemain, ils n'ont plus accès au marché européen. Et du jour au lendemain, ils disent en fait, on est perdant en sortant la seule solution, c'est de faire machine arrière? Non, maintenant, pour moi, tout passera par une consultation citoyenne. C'est pas à nous de dire nos amis britanniques ce qu'ils doivent faire. Il faudra un nouveau référendum pour revenir sur la question? Alors, ça passera peut-être par un nouveau référendum, mais moi, je suis pas favorable à qui nous disent attendez, le 30 juin, on verra. Non, ils essayent de gagner du temps, ou leur politique s'assume aujourd'hui pour dire toute la vérité, rien que la vérité à leurs concitoyens, ou sinon nous on n'est pas là pour gérer les problèmes des Britanniques, qu'ils se gèrent entre eux. Dans l'actualité également, jeudi, les retraités seront dans la rue pour alerter les pouvoirs publics sur leur pouvoir d'achat. La journée nationale de manifestation des retraités est organisée à l'appel de 9 organisations syndicales, dont la CGT et Force ouvrière. Parmi les revendications, côté pouvoir d'achat arrive en tête la suppression de la hausse de la CSG, une revalorisation de toutes les pensions proportionnelles à l'évolution des salaires, ou l'établissement d'un minimum de pension à hauteur du SMIC. Autre sujet central, c'est la prise en charge de l'autonomie des personnes âgées suite aux récentes polémiques, suite aux événements dans les EHPAD. Est-ce que le gouvernement et la majorité vont enfin apporter des vraies avancées et des vraies solutions
pour la prise en charge des personnes âgées en France. Une société qui ne traite pas ses aînés, c'est une société qui ne respecte pas. Sur le retour sur la CSG, c'est fait. C'est fait à partir de juin. Ils vont être remboursés sur tout la CSG qui a été prélevée. Sur la dépendance, il y a le 5e risque qui va être créé. Donc c'est toute une réforme de la dépendance. Aujourd'hui, il y a quelque chose à faire entre les maisons de retraite, les EHPAD, les résidences autonomes. Il y a quelque chose à faire. Mais en revanche, on ne peut pas continuer avec le système comme il est aujourd'hui. Moi, je sais quelque chose. On a dit aux Français qu'on n'augmentera pas la durée de cotisation et on n'augmentera pas non plus l'âge de départ à la retraite. En revanche, on va réussir à contenter tout le monde. Pardon ? Avec le grand débat national, on va réussir à contenter tout le monde. Est-ce que c'est vraiment possible ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Il y aura quelques déçus, mais c'est la règle du jeu. Ce sera finalement un échec. Non. Non. Écoutez, vous ne pouvez pas répondre à toutes les demandes individuelles chacune. Et à un certain moment, il y a des choix à prendre, c'est tout. Merci Sonia Crimi, merci Bastien Cochet. Fréquence ESJ. C'est la fin de ce numéro de 20h l'invité. Merci à vous de nous avoir suivis, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous Sonia Crimi d'avoir accepté notre invitation et d'avoir passé l'émission avec nous. Prochain rendez-vous de Fréquence ESJ, c'est demain matin, Dimitri Hainaut, l'actuel 7h 9h. Et vous retrouvez Lucas Pierre dès demain avec toute son équipe dans Storytelling de 20h à 21h. Quant à vous, on vous donne rendez-vous évidemment sur Instagram, Facebook et sur le site fréquenceesj.com. On se donne rendez-vous nous mardi prochain, même jour, même heure. Bonne soirée à tous. Fréquence ESJ.